Bonsoir à tous, bienvenue sur la toute première édition du Restart Talk ce soir avec un programme tout nouveau, tout beau pour vous les amis du sim racing et du monde du racing en général. Je serai en compagnie ce soir de mon compère de toujours, Monsieur Niro Toa. Bonsoir Niro. Et bonsoir à tous, excusez-moi, j'étais pas prêt, Oui. tout à fait. Bonsoir mon cher Cookies, bonsoir à tous et bienvenue pour cette première émission qui en appelle de nombreuses autres, j'en suis sûr. Premier fail déjà, et on va faire en sorte que ça ne se reproduise plus de mon côté en tout cas. Oui, tu seras puni de toute façon, Niro, c'est une évidence. Comme il se doit, évidemment. Effectivement, mais nous ne serons pas seuls, Niro, ce soir, puisque nous aurons avec nous notre spécialiste NASCAR qui sera avec nous pour débattre des sujets que nous allons aborder. Bien sûr, j'ai nommé Jean de Frascar. Bonsoir Jean. Hello, ça va tout le monde? Ça va très bien. J'espère que de ton côté aussi, on a passé un bon week-end là, avec le début du Daytona 500 notamment. Et ouais, petite victoire de Ricky Stenhouse Jr. pour ceux qu'on suit bien sûr. Et nous aussi on a vécu un petit Daytona 500 ensemble puisque on a pu lancer l'IS dont on parlera tout à l'heure. Je n'en doute pas. Exactement, un bon moment sur la NASCAR également. Et puis on aura avec nous également Kevin, bien sûr le poutrologue qui sera notre premier invité de ce Restart Talk particulièrement. Kevin, bonsoir. Et bonsoir Cookies, bonsoir Niro, bonsoir Jean, bonsoir Salut, tous. Bonsoir Kevin. Et Kevin qui aura plein de choses à nous raconter également, mais tu ne seras pas seul. Tu es venu avec un acolyte avec toi, bien sûr ton ingénieur, puisque l'un ne va pas sans l'autre, Sylvain de Kéros. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Comment ça va Sylvain? Ça va super bien, écoutez, je suis impatient de commencer cette nouvelle émission. C'est quelque chose de tout nouveau pour moi, donc impatient d'y être. Eh ouais, on aura plein de choses également, plein de questions à te poser tout à l'heure, évidemment. Et puis, première émission qui va être aussi importante pour notre ami Jérémy de PRB qui est avec nous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Comment ça va Jérémy? Ça va? La forme? Bien Oui. reposé depuis ce week-end? Non. C'était la bonne réponse, bravo. Bien sûr, on salue évidemment Bistou et Juju qui seront dans la partie technique, juste dans la régie à côté, pour vous proposer tous les sujets, etc. Et on remercie déjà les viewers qui seront avec nous tout au long de cette émission. Le principe, on va le rappeler, on va avoir plein de sujets comme ça qu'on va lancer d'ici quelques instants. Et vous pourrez aussi vous interagir, poser vos questions dans le chat. Juju relèvera les plus pertinentes ou nous aussi on essaiera de jeter un petit coup d'œil évidemment sur des sujets ou des infos que vous pouvez nous glisser sur les divers thèmes qu'on abordera. Donc n'hésitez pas aussi à faire vos petits commentaires, ça peut être toujours intéressant. En tout cas on compte sur vous, merci beaucoup les amis. On va commencer sans plus attendre avec un tout premier
thème, j'ai envie de dire, puisque c'est un petit peu celui qui nous réunit tous, le sim racing et plus particulièrement les simulations avec donc l'actu de ces fameuses simus, et c'est Niro Touré qui va se charger de nous expliquer tout ça. Alors j'ai choisi d'évoquer 2 sujets ce soir. Le premier dans l'actualité brûlante, il s'agit bien sûr du fameux Rennsport qui devrait sortir à la fin 2023 si évidemment le calendrier reste d'actualité. Et l'autre sujet, messieurs, qu'on abordera, ce sera celui de la fameuse mage Q1 de R-Factor 2, c'est-à-dire la mage du premier trimestre 2023 qui a apporté énormément de choses, dont une en particulier, mais on y reviendra si vous le souhaitez, un peu plus tard. Alors Rennsport, qu'est-ce que Rennsport déjà? C'est tout simplement une nouvelle simu qui va être focalisée sur l'e-sport. L'éditeur, c'est Competition Company, qui est une start-up allemande, figurez-vous, qui a été créée en 2020 pour justement concevoir ce jeu. Alors le principe, il est très simple. C'est un jeu qui va se baser sur un free-to-play, c'est-à-dire un modèle proche de Race Room, avec la communauté au centre du projet, un peu comme ce qu'on peut voir du côté d'Assetto Corsa, avec une communauté très présente. C'est à peu près ce que veut réaliser aussi Rennsport. Alors basé sur le Unreal 5, c'est pour la partie un peu plus technique, une volonté d'hyper-réalisme, un jeu qui se veut révolutionnaire, figurez-vous. Les circuits sont évidemment laser scan. Pour l'instant, il n'y a que du GT3. Et c'est un jeu qui devrait être modable, c'est en tout cas ce qui est annoncé, avec des outils mis à disposition directement par l'éditeur. Alors on parle d'une bêta ouverte à partir du printemps 2023, plutôt attendre l'été à mon avis de ce côté-là, et la sortie donc décembre 2023, à prendre évidemment avec des pincettes. Alors Rennsport qui a annoncé son arrivée de façon assez fracassante avec l'association avec ESL, avec le fameux ESL R1, cash price de 500 000 € quand même, 12 équipes, 48 pilotes, je peux vous les citer, 4 constructeurs, on aura BMW M Team BS, Porsche Honda, Mercedes AMG Team Petronas eSport et Mercedes AMG Team Williams eSport, voilà pour ce qui est des constructeurs, messieurs, et évidemment quelques structures indépendantes, à savoir Moose, Porsche Honda eSport Racing Team, R8J eSport, Team Redline, Furia, G2 eSport, Heroic, etc., etc. Voilà un peu pour ce qui concerne les participants. Alors, les 2 premières manches ont déjà eu lieu, messieurs. C'était il y a quelques jours maintenant, le week-end des 11-12 février, pendant l'IEM Expo à Katowice, en Pologne. Je me suis entraîné pour le dire avant le stream, je dois vous le reconnaître tout de suite. C'était bien dit. Tout à fait. Alors les résultats, on les connaît. Alors vous avez un petit visuel qui défile et qui vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc quart de finale, demi-finale et finale. Donc sachez que la première finale a été gagnée par le fameux Max Beneke, qu'on ne présente plus, et que la deuxième finale de la manche 2, donc qui avait lieu à Hockenheim, a été remportée par son rival de toujours, Joshua Rogers, l'Australien, qu'on connaît également très bien. Et pour l'instant, au niveau des classements constructeurs, c'est la R8J eSport qui domine devant le Moose, et au pilote, c'est Joshua Rogers qui est devant. Il est devant Marcel oh là là. Alors là, par contre, je ne me suis pas entraîné pour celui-là. Oh, tu t'es pas entraîné pour celui-là. Ksinchik, voilà, Marcel Ksinchik, qui est deuxième à 5 petits points de Joshua Rogers. Voilà. Ça arrive. Donc voilà, j'ai présenté ça un peu brutalement comme ça, évidemment. Messieurs, le débat que j'ai envie de vous soumettre à vous tous qui êtes des fans avant tout de sport auto et également de sim racing, la communication donc de Rennsport qui s'est faite avec cet événement. De mon point de vue, c'est un coup de tonnerre dans le sim racing, mais qu'en est-il de votre côté? C'est par celui qui pourrait être concerné en tant que pilote. Peut-être Kevin, si tu as un avis déjà sur Rennsport et cette communication autour de SLR1 qui pourrait lancer un petit peu les premières vues et les premières infos. Niveau communication en général, déjà, même avant le SLR1, Rennsport mise beaucoup sur le mystère, j'ai l'impression. Ils aiment bien garder des trucs secrets, des trucs un peu cachés, pour éviter justement d'en dire trop et de faire trop attendre, qui parfois a un peu l'effet inverse, je pense, parmi certains dans la communauté, qui du coup se mettent à attendre beaucoup trop par rapport aux simus déjà existantes et aux problèmes déjà existants sur les simus qu'on connaît.
par exemple, je sais pas, Warrior Factor avec les serveurs ou iRacing avec ses netcodes, éventuellement, par exemple. L'absence de la pluie. Parce qu'il y en a qui la demandent aussi. Du coup, je pense que organiser une compétition telle qu'ils ont fait là, avec une pré-alpha, hein, parce qu'ils ont pris le jeu, et ils sont en train de développer des trucs dessus, mais ils ont désactivé tout ce qui est pluie, tout ce qui est changement de conditions. Ils ont désactivé tout ce qui était dégâts, en tout cas visuellement, parce qu'apparemment il y avait les dégâts qui étaient quand même pris en compte sur les contacts. Ouais. Enfin, ils ont désactivé quand même pas mal de choses sur le jeu tel qu'il est actuellement. Je pense, pour moi, honnêtement, que ça a été une bonne opération, parce que il y a eu quelques petits couacs au niveau de la réal et enfin, au niveau de l'événement en général. Rien de bien méchant. Ils ont quand même fracassé un peu tout ce qu'il y avait autour. Hein. Ils sont arrivés, ils ont dit bah voilà, on se pose, on organise ça. Il y a tant de pognon et énormément de pognon pour un week-end quand même. Et ça a plutôt bien fonctionné, je trouve, à mon sens en tout cas. Ouais, une petite avis aussi, Jérémy, peut-être en tant que personnalité un petit peu de la commu ACC. Quand on voit un Rensport arriver face à ACC, théoriquement, c'est un peu l'adversaire, puisqu'on va jouer un petit peu dans la même cour en termes de contenu, par exemple. Quand on voit cette ESLR1 pour mettre en avant le jeu, on essaye de mettre les petits plats dans les grands tout de suite pour lancer les choses. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, toi? Qu'est-ce que déjà tu as pu débriefer un petit peu de ce visuel? Après, alors moi personnellement, je vais peut-être pas être la bonne personne à interroger par rapport à Rensport parce que j'ai un avis pas forcément positif de base sur sur ce jeu. Jérémy, hein. Tu es là pour en parler, hein, y a pas de... On n'est pas là que pour dire des choses positives sur le jeu. Il y a effectivement des choses qu'on peut relever, donc c'est intéressant aussi d'avoir ton point de vue. Moi, ce jeu, le concept de base économique, quand il a été annoncé, me déplaît fortement. Le fait d'inviter des teams e-sport qui n'ont jamais mis un seul pied en sim racing me déplaît fortement. Après, moi en tant qu'organisateur, partenaire de SimGrid, on a la chance d'avoir un Discord qui est réservé à tous les organisateurs de SimGrid, notamment les patrons de SimGrid, qui ont aussi accès à eux des événements très particuliers. Quand vous avez un Dave Perel qui est pilote officiel et qui fait partie du développement alpha, on a accès à des infos. Personnellement, moi, je trouve ça absolument fou de lancer une compétition avec une saison, sachant qu'il y en a plusieurs qui ont été annoncées par an, à $500,000 sur un jeu qui n'est même pas sorti. Ouais. Pour moi, je ne comprends pas ce concept. Et alors, normalement, disons qu'il n'y a aucun affect au niveau de la communauté, titre personnel. Moi qui suis très tourné vers la communauté et moi vers l'e-sport, pour moi, le SLR1, ça m'est complètement passé au-dessus parce que je n'ai aucun affect avec le jeu, je n'ai aucun affect avec les pilotes, avec les équipes. Il n'y a quasiment aucune équipe e-sport sim racing connue. Il n'y a pas de pilote de la communauté connue, on n'a rien fait dessus. Voilà, après, je vais peut-être être une voix un peu divergente là-dessus et peut-être être le vieux grincheux. Comme d'habitude, je suis toujours le vieux grincheux de toute façon. Mais voilà, et tu rajoutes à ça alors, attention, je vais mettre des guillemets, le pseudo-concept de NFT qu'ils ont annoncé, qu'ils ont bien dit que c'était pas des NFT, mais vous m'excuserez si c'est pas des NFT, je vois pas ce que c'est. Qui en plus est annoncé sans être annoncé avec un concept qui soi-disant est le pilier du jeu, mais on n'a toujours aucune information concrète. Voilà. J'ai un peu de mal, mais c'est un avis qui engage que moi. Voilà. Ouais, alors il y avait quand même des équipes un peu connues. Il y avait l'Apex Racing, il y avait quand même pas mal d'équipes un petit peu. Quand tu vois que tu as des teams Call of Duty, tu as quand même un joueur pro Call of Duty dans une compétition à $500,000. Il y avait autant pouvait y avoir des teams ça c'est de la com racing, autant tu pouvais avoir des teams e-sport de manière plus générique, effectivement. Alors, t'aurais Verstappen à une compétition Counter-Strike, il n'y aurait pas de logique.
différent. Alors, Ouais. si je peux ajouter une petite chose, effectivement, concernant les pilotes e-sport, ce sont des pilotes qui viennent en grande majorité d'iRacing, ce qui peut expliquer Voilà. aussi qu'ils soient moins connus par nos amis qui suivent davantage la communauté ACC. Mais oui, après, ton avis est intéressant par contre quand même. Quoi qu'il arrive, qu'il soit négatif ou positif, on est là pour débattre évidemment et pas pour forcément dérouler le tapis rouge pour qui que ce soit. Donc, y a Tu pas de voulais souci ajouter là-dessus. quelque chose, Kevin, je crois, juste avant qu'on switch de sujet, mais si tu... C'est bon, Niro a couvert le truc, c'est qu'en fait, oui, effectivement, peut-être pour toi, si tu ne suis pas vraiment la scène iRacing, tu connais ni les équipes ni les pilotes. Je te garantis qu'un Joshua Rogers ou un Max Beneke qui arrive, bon, ok, il a été débauché par Mouse, mais il y avait quand même la team Redline, il y avait ART, il y avait RVG Sport. C'est des teams que nous, on connaît très bien par contre, et qui sont vraiment au top niveau actuel. Donc, Attention, j'ai pas dit qu'il y avait zéro équipe e-sport. J'ai surtout dit qu'il y avait des choses un peu ovni qui, alors, relèvent effectivement sûrement beaucoup de la com, mais qui pour moi n'ont absolument rien à faire à côté de personnes comme que tu viens de citer, qui eux sont. Voilà. Je reprends l'exemple, mais demain tu mets Verstappen dans une compétition Counter-Strike. Enfin, il y a un problème. Je pense que tu pourrais être étonné parce que certains sim racers sont aussi assez solides sur d'autres jeux. Je pense à Lando Norris sur PUBG par exemple. Mais il y a des trucs, comment dire, les teams e-sport iRacing du coup ont été invités. Tu prends Mouse ou FaZe Clan qui sont arrivés là aussi, ou G2 même aussi, qui ont été invités, qui ont déjà débauché des pilotes de sim racing. Donc Max Beneke par exemple qui a fait le transfuge entre iRacing et Rangeport, qui est parti de Redline pour arriver chez Mouse par exemple. Ok, effectivement, tu avais un joueur Call of qui n'avait peut-être rien à faire là, mais encore une fois, c'est de la com. Pour le coup, cet événement, ce n'est que 100% de la com. C'est pour présenter le jeu. Ok, il y a un gros cash prize c'est accès e-sport, parce que de toute façon, c'est ce que les gens veulent regarder. Mais c'est aussi le public que les équipes représentées, donc G2, Mouse et tout ça, sont plutôt des équipes qui sont présentes sur du FPS ou peut-être éventuellement du MOBA pour certaines. Là, par contre, il y a une grosse communauté. Donc, c'est des équipes qui ont débauché des pilotes sim racing ou pas, qui ont pris des têtes connues, moins connues, mais par exemple, pour le joueur de COD, c'est typiquement quelqu'un qui est très connu avec sa fanbase dans son domaine. Et du coup, c'est pour ouvrir le sim racing, ou plutôt la communauté de ces gens-là, au sim racing, pour leur faire découvrir et du coup, essayer de les amener un peu à participer à ça, sachant que du coup, on est sur un format LAN comme ça, avec un gros cash prize. C'est typiquement ce qui se fait dans le FPS. Donc c'est accès USL. On peut aussi évoquer par exemple l'initiative que Netflix a prise depuis quelques années maintenant avec la Formule 1, avec le fameux Drive to Survive. Ça va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire sensibiliser un public différent à d'autres sujets, tout simplement. Oui, tout à fait. Moi, je pense que quand même, je reste un peu inquiet par rapport à Rensport. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit jusqu'à aujourd'hui. Sauf que quand tu es un investisseur investi dans ce genre de compétition, que ce soit une marque ou que ce soit par exemple l'ESL ou autre, ils attendent quand même un minimum de retombées. Et pour l'instant, je vois pas trop où est-ce qu'elle pourrait arriver. Mis à part le fait qu'il y ait un certain grand nombre de personnes viennent jouer dessus. Mais je suis quand même assez inquiet au niveau de la physique du jeu, d'après ce que j'ai vu pour avoir regardé quelques manches. Et ça me fait peur pour la suite. Comment déloger des pilotes e-racing sur N-Sport si on propose quelque chose de moins bien? Pour les pilotes pro, c'est simple, il suffit d'augmenter la valeur du cash price, pour ça qu'elle est peut-être aussi énorme aujourd'hui. Mais pour la majorité des personnes qui sont sur PC, ils ont Assetto, ils ont e-racing, ils ont Air Factor. Si Rensport est décevant, je vois pas pourquoi ils iraient là-bas. Alors, on va peut-être passer au deuxième sujet, si ça vous va. À moins que Jean, tu aies peut-être un mot, toi, rapidement à ajouter. Non, je suis d'accord avec. Je vais aller dans le sens de Silver. Alors, j'ai pas du tout suivi l'actualité de Rensport. Je connais un peu moins. Je suis assez d'accord sur le fait que ça fait une démultiplication des plateformes sur lesquelles on peut faire du sim racing. Et si effectivement, déjà, tu sors une nouvelle plateforme et que tu te rends compte qu'au final, elle est un peu plus décevante, etc., ça ne va pas attirer de joueurs plus que ça. Ça va très vite, le soufflet va très vite retomber et ils n'auront pas du tout les résultats attendus. Donc, voilà.
il donnait envie de suivre l'affaire, je vais suivre ça à l'avenir. Du coup. Pour l'instant, wait and see, hein, concernant Ouais, les de toute sports, façon, on verra bien. on vous tiendra Exactement. informé lors des prochaines émissions s'il y a des nouvelles de ce côté-là. Alors, le deuxième gros sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la mise à jour qui a été déployée hier concernant Air Factor 2, avec notamment l'update du GT3, la BOP, mais aussi l'ajout de Long Beach, la Honda Civic Type R BTCC, le boost hybride, bien sûr, qui est présent en BTCC depuis l'an dernier, il me semble, qui a été présenté en tout cas pour le début de la saison 2022. Et puis surtout, là où Air Factor 2 essaie de se positionner depuis quelques années, c'est-à-dire devenir une sorte de concurrent finalement à iRacing, c'est le Announcing Race Against Unknown Content, qui va permettre aux sim racers de rouler au sein de compétitions online et offline en possédant seulement un véhicule, comme sur iRacing, au lieu de devoir, comme par le passé, acheter l'intégralité du contenu. Une réaction déjà à ça, messieurs, c'était une chose qui était attendue de toute façon par la communauté depuis un très bon moment déjà. Bah, mieux vaut tard que jamais déjà. Après, juste un mot, moi personnellement, quand on entend ce discours maintenant, quid des gens qui ont dépensé déjà une fortune dans le jeu? Comment ça va se passer une fois que tu apprends que maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir un DLC complet ou d'un jeu complet pour venir rouler sur RF2? C'est un peu dommage d'en arriver là à cette époque. Surtout que quand on regarde bien les DLC, leur DLC phare est sorti récemment, c'est le BTCC. Et ils en ont étalé sur toute la fin 2022. Quasiment tous les mois, tu avais une voiture qui sortait. Sachant que sur la prévision janvier-février, tu bascules sur ce nouveau mode. Je trouve ça un peu gonflé d'avoir sorti une voiture chaque mois quasiment, voire 2 voitures chaque mois. Ça va. Là, pareil, on est encore sur de la communication qui est un petit peu délicate et peut-être mal goupillée. Ou alors, on sort des plans prévus, peut-être avec un certain événement qui n'a pas forcément été une réussite. Le problème, voilà, justement, on va en parler du fameux événement dont tu parles, parce qu'il faut quand même placer un mot là-dessus. Le problème, c'est surtout le multi, concernant Air Factor 2. Quand on a des pilotes comme Max Verstappen qui mettent les deux pieds dans le gâteau, si j'ose dire, ça fait du bruit et forcément, ça va pas dans le sens de la communication pour Studio 397. Il les a quand même qualifiés de clowns, ce sont des mots forts. Mais pour répondre à ta question, Cool Kids, il n'y a absolument rien de prévu, évidemment, pour ceux qui ont déjà acheté le contenu. Sachant qu'en plus là, pour le coup, encore une fois, je le vois dans le chat et c'est exactement ça. Il y a des jeux, prenons l'exemple d'Overwatch par exemple, que beaucoup ont acheté, et finalement au bout de quelques années se sont retrouvés à le voir passer en free-to-play, alors qu'ils avaient acheté déjà du contenu dessus, que ce soit le jeu ou le contenu. Oui, effectivement, niveau communication, alors vous allez me dire Air Factor 2 est plus vraiment un coup d'essai au niveau communication foireuse. Et là, je suis volontairement assez critique sur cette plateforme parce que ça fait quand même très longtemps qu'elle est sortie. Et les défauts qu'on lui donne, donc ça, le fait de devoir acheter tout le contenu pour pouvoir participer à une seule course, l'état des serveurs qui est déplorable, et qui disent tout le temps qu'ils sont en train de bosser dessus. Au bout d'un moment, quand on bosse, on a des résultats. A priori, c'est pas le cas pour l'instant. Ça fait quand même beaucoup de choses qui sont demandées. Alors peut-être que ça arrivera tôt ou tard. On l'a bien vu là aujourd'hui avec cet exemple-là. Donc peut-être un espoir avec les serveurs. On a vu aussi que LFM est un succès actuellement. C'est ce qui les sauve. C'est ce qui les sauve un peu. Ça ne fait que grossir. Il y a une formule rookie avec du contenu gratuit et des modes gratuits. Le reste après c'est du payant, mais du coup ça fait fonctionner la caisse. Donc pareil, wait and see, mais quand on sait aussi les difficultés financières dans lesquelles se retrouve le studio actuellement, ne serait-ce que par rapport à déjà ce que eux font et ensuite par rapport au groupe auquel ils appartiennent, ça va être compliqué. Ils sont surtout en train d'essayer de sauver les meubles, je pense là. Oui, ça ressemble un peu à un désir. Oui, ça ressemble à ça, Kevin. Je crois que je suis assez d'accord avec toi. Un autre avis sur un Factor 2, messieurs, ou on enchaîne, non? Je pense que tout a été dit en tout cas pour ma part. On est tous d'accord là-dessus. J'ai d'autres petites choses à vous dire. Alors ça c'est plutôt pour les joueurs console manette que ça va intéresser. Le nouveau Forza qui devait sortir au mois d'avril, on n'a pas de nouvelles depuis 4 mois tout simplement. Donc pour l'instant rien à dire dessus, on en parle quand même. Concernant ACC, alors il y avait le spectre d'un nouveau DLC qui planait autour de l'automne. Et le spectre continue puisqu'on n'a absolument aucune nouvelle
de 505 Games de ce côté-là, sachant qu'ils se sont concentrés a priori sur le portage des consoles next-gen, que les dernières mises à jour importantes datent, je crois, de septembre. Bon, c'est compliqué. Jérémy, je sais que tu es sensible à ce sujet. Est-ce que tu veux dire un mot en 15 secondes, toi qui as peut-être plus d'infos que nous? Je veux pas que je dise quelque chose. Ça serait plus D'accord. constructif. Et alors, du coup, on en reparlera lors d'une prochaine émission. On va simplement parler de la news la plus fraîche, la Ouais. plus chaude, Vincent, Toute neuve. puisque la Clio Cup vient d'être annoncée sur iRacing. Exactement. L'annonce date il y a une vingtaine de minutes, une demi-heure, grand maximum maintenant. Et oui, c'est l'arrivée de la Clio Cup sur iRacing avec ce tweet voilà, que vous avez à l'image. Effectivement, c'est une voiture, on va pas dire peut-être attendue, je ne sais pas. En tout cas, c'est une compétition qui fait un petit peu vivre aussi l'Europe. Hein. Elle est un petit peu déclinée sur chaque pays. Donc, c'était une voiture qui ne devait pas être insensible à la fanbase d'iRacing. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais bonne ou mauvaise nouvelle de la Clio Cup sur iRacing? Bah, je pense que oui, on s'y attendait pas, c'est sûr, cette nouvelle-là. À mon avis, la stratégie d'iRacing, c'est de modifier les catégories en rookie et peut-être potentiellement mettre la Mazda MX-5, plutôt une catégorie qui est beaucoup roulée aux États-Unis, et la remplacer par la Clio Cup, qui est beaucoup roulée en Europe, pour ajouter du nouveau, quoi, tout simplement. D'autant plus qu'iRacing, la rumeur qui traîne en ce moment, c'est que ça devrait devenir potentiellement free-to-play, pour justement éviter que Rennsport ne prenne trop de parts de marché, vu le tintamarre médiatique du moment. Mais bon, Est-ce que ça, c'est on y pas reviendra. juste pour faire bouger un petit peu les oreilles, ça? C'est pour faire bouger les oreilles, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont dans ce sens-là. Il y a un modèle économique qui est cohérent du côté d'iRacing. On pourrait effectivement se permettre d'abandonner l'abonnement au profit du contenu, faire peut-être plus de contenu et le rendre entre guillemets indispensable aux joueurs. Ils ont fait des calculs, hein, c'est-à-dire que si chaque utilisateur achète 0,75 contenus par mois, voilà, vous avez bien retenu, ils rentreraient dans leurs frais par rapport au prix annuel de l'abonnement, mais mensuellement. Enfin bon, c'est tout un schmilblick. Bon, en tout cas, il y a des rumeurs qui sont de plus en plus fortes de ce côté-là, mais évidemment, pas d'annonce pour le moment en dehors de cette fameuse Clio Cup qui devrait réjouir les amateurs. Si jamais ça se fait, je pense que ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle, dans le sens où on aura toujours des serveurs, donc sans abonnement c'est cool. Mais à mon avis, les prix de host, il va nettement augmenter pour pallier à ça. Si jamais ils voient que comme vous dites, les pilotes n'achètent pas de voiture tous les mois, bon, je peux m'attendre à voir des hosts augmenter, le prix des hosts augmenter. Sachant que les hosts, en fait, c'est une bonne partie de ce qu'ils gagnent aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Le contenu, oui, mais les hosts, tout le monde en crée tout le temps. Et même si c'est pas très cher, ça fait quand même des millions à la fin. Ouais, ça fait beaucoup. Tout cumulé. Une autre chose à voir, non? Pour la Clio Cup ou pas plus? Pour l'avis sur la Clio Cup, je dirais que ouais, je suis plutôt de l'avis de Sylvain. Hein, ça va être une voiture qui va remplacer une autre, je pense. Quoique, on pensait de la même chose de la GR86, qui du coup ne remplace rien du tout. Hein, elle est juste arrivée comme ça, elle s'est posée. Et elle a en plus une bonne fanbase apparemment. Hein. Elle est plutôt bien utilisée par rapport à d'autres comme la Porsche Mission R ou l'IR01 qui ont complètement floppé dès leur sortie. Donc ouais, la Clio, surtout qu'elle a été demandée, il y a moyen qu'elle ait un gros potentiel. En plus, il y a des petits circuits qui arrivent. Je pense à l'aide de nom, un petit circuit français qui va arriver prochainement. Ils l'ont annoncé. Sans nul doute, les Clio Cup roulent dessus, hein, donc ça va être sympa, je pense. Elle trouvera son public, ça, c'est pas le problème. Après, le problème maintenant qu'a iRacing, c'est de faire durer son contenu dans le temps. Hein. Je pense notamment à quand la LMP1 a été sortie, 6 mois après, plus personne roulait dessus. Est-ce que ce sera pareil avec les LMDH? Je ne sais pas, mais bon, la Clio Cup, c'est quand même une valeur sûre, ça devrait passer. C'est mon avis. Est-ce que c'est justement par la stratégie de iRacing de sortir du contenu régulièrement pour, on va dire, rentrer dans leur ratio du contenu acheté, quoi? Après, ce sont que des hypothèses, hein, évidemment. Ils n'ont absolument rien annoncé, mais c'est vrai que si Rennsport tient les promesses proposées pour le moment, ça pourrait effectivement mettre plus qu'un caillou dans la chaussure d'iRacing. Après, attention, Rennsport n'a pas été annoncé free-to-play. Hein. Non. Il y a d'ailleurs eu un tweet officiel de Rennsport qui a fait un petit peu de bruit pour ceux qui suivent,
où quelqu'un a dit que c'est cool si c'était un modèle free-to-play. Rensport ayant répondu, on n'a jamais dit que c'était free-to-play. On a dit que c'était free-to-hunter, mais pas free-to-play. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'en gros, tu pourras jouer au jeu sans y payer. Enfin, tu pourras accéder au jeu sans payer, mais à mon avis, pour rouler, il va falloir payer. Alors, il y Donc, aura on une partie. arriverait, Il y aura alors, ce sera un peu comme Race Room, comme je disais, d'après les informations que j'ai pu recouper, il y aura quelques circuits et quelques voitures à disposition, mais évidemment, pour avoir le contenu phare, il faudra forcément, et peut-être même pour les outils de modding, il faudra forcément verser quelques euros, ce qui est tout à fait, si ça se fait comme ça, logique. Mais encore une fois, Rennsport, on y reviendra. Je pense qu'on aura pas mal d'annonces, ils ont pas mal d'annonces à faire encore, et C'est vrai. C'est vrai. l'avenir nous le dira. C'est vrai. Et nous aussi, on a pas mal de choses à voir, messieurs. Donc, on va clôturer ce sujet autour des actus Simu. On y reviendra lors d'une prochaine émission si le concept vous plaît, parce qu'il y a plein de choses à dire. On pourrait parler pendant des heures avec tous ces sujets. On va plutôt passer sur la chronique de notre ami Kevin. Si tu veux bien, tous les projecteurs vont être braqués sur toi désormais, puisque tu viens spécifiquement dans le RS Talk nous parler d'un championnat majeur sur iRacing, le PESC, bien sûr, qui va être un petit peu ton leitmotiv, la Porsche, de toute façon, il n'y a plus de doute, on le sait. Donc, qui d'autre que toi pour aller parler de ce fameux championnat? La parole est à toi. Tu peux te faire plaisir. Ah ça y est, du coup j'ai de la pression là un peu. Ouais, donc du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu les 2 premières épreuves du PESC, on a eu les 2 premières manches. La première qui s'est déroulée donc sur Hockenheim, la seconde sur Manicourt, chez nous, c'était cool. Des courses à chaque fois très mouvementées, toutes les deux. Sur Hockenheim, on a eu Diogo Pinto qui a gagné la course, la sprint, parce qu'à chaque fois il y a 2 courses du coup. Le format c'est une course sprint de 10 tours, et ensuite après derrière une course main ou feature, ça dépend de comment il l'appelle, qui en fait 20. Et la sprint, en fait, donc ils font une qualif pour la course sprint, et ensuite ils prennent les résultats de la sprint, ils inversent la grille des 6 premiers, et ça donne la grille de la deuxième course. Pour la course sprint d'Hockenheim, du coup, on s'est retrouvé avec Diogo Pinto qui a pris la première position à Jordan Caruso, directement dès la première épingle. Il a pu lâcher la première place après derrière. Il s'est quand même bien battu avec Charlie Collins et Sébastien Job. Job toujours au top niveau d'ailleurs actuellement, même si il y a des fois il n'a pas trop de chance. Donc du coup ça a donné un podium, donc Pinto, Collins et Caruso. Sur la feature par contre c'est Campbell qui a gagné la course. Il a évité tous les problèmes parce qu'il y a eu pas mal de gros soucis sur cette deuxième course, notamment encore une fois une épingle en Porsche Cup. C'est fatal les épingles en Porsche Cup. Sur Hockenheim, voilà, on a eu une bonne moitié du field qui est parti complètement en sucette. Ils se sont tous rentrés dedans. D'ailleurs, il y a eu une jolie petite vidéo sur Twitter, un petit montage avec une musique marrante qui était sympathique, que Porsche eux-mêmes ont retweeté d'ailleurs. Du coup, ouais, donc Campbell s'est échappé très vite. Il est parti devant là. Et derrière, il y a Job qui s'est fait sortir toujours pareil dans le tour 1 ou 2, je sais plus. Un petit netcode avec un pilote de Williams, Alessandro Bico, qui a donné du coup en podium Zach Campbell, Charlie Collins et Alessandro Bico. Donc le petit contact lui a été bénéfique. Mais on a bien vu que Job était un peu saoulé de partir complètement dans l'herbe et de se prendre en plus un bon petit slowdown en revenant sur la piste. Malheureusement. Donc des slowdowns d'iRacing, on connaît. Oui, ça pique un peu, slowdown d'iRacing. Voilà, c'est clair. Du coup, Manicourt, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble aussi, même s'il y a eu encore une fois, il y a une épingle, donc on connaît la suite. Sur la sprint, on a eu Zach Campbell qui a pris les devants directement. Il s'est bien battu avec Cooper Wester et Diogo Pinto. Je vais y arriver, je commence à bégayer. Job s'est foiré parce qu'il était dans le top 3 et il était 2 même d'ailleurs.
Et sur la dernière chicane du deuxième tour, si je me souviens bien, il a pris un slowdown, donc il a dû lâcher le top 2, il a fini 4ème. Donc Campbell, Webster, Pinto pour le résultat de la première course, sprint. Dans la feature, c'est Collins qui partait devant, parce qu'il a fini 6ème, qui du coup n'a jamais lâché sa première place. Il est parti devant tout seul et il a gardé sa première place. Il a fini devant Pinto et Caruso parce que du coup quelques petites aventures, mais en règle générale le top 3 a pas trop bougé, donc ça s'est plutôt bien passé. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de choper le stand-in actuel. Bravo pour une première chronique. J'ai pas fini la chronique. Attends, je vais aller chercher l'info très vite fait. Bien sûr, en tout cas, le PESC, là, donc, qui s'est lancé, comme tu l'as dit, avec ses 2 premières manches. Pour avoir suivi un petit peu quelques highlights, j'ai quand même été surpris par l'agressivité, même entre coéquipiers. On a vu pas mal de petits accrochages entre voitures de mêmes équipes, donc c'était plutôt surprenant, de vue personnelle. Alors, il y a eu pas mal d'accrochages, effectivement. Il y a eu aussi le fait qu'on a un des rares pilotes français qu'on a dans le PESC, Johan Hart. Il s'est fait sur Manicourt, il a vraiment pas eu de chance. Il pouvait vraiment jouer quelque chose. Il était dans le top 10 à chaque fois, je crois, en partant. Première fois, il se fait démonter sur l'épingle. Voiture complètement HS, il a fait ce qu'il a pu. La deuxième course, je pense qu'il a dû stresser un petit peu sur l'épingle, justement, et pour le coup, c'est lui qui a fait une petite erreur. Mais bon, le résultat était le même, la voiture était pas très très belle, il a emmené un peu de monde avec lui. Donc c'était pas vraiment une bonne course pour lui, enfin une bonne... Manicourt était pas vraiment un bon week-end. C'est malheureux parce qu'il avait vraiment quelque chose à jouer. Sur Hockenheim, par contre, il était plutôt bien, et il est resté sur du top 10, si je me souviens bien, top 10, top 15. Donc pareil, c'est un peu décevant par rapport à ce qu'il voulait faire. Mais en règle générale, au niveau des contacts, c'est rugueux, toujours, comme en Porsche Cup. Je vais peut-être un peu moins dans ton sens, parce que j'ai vu pas mal les Coanda céder, beaucoup. Les Apex aussi, d'ailleurs. Les Apex étaient pas mal, je pense à Fluke et Hart, du coup, qui jouaient pas mal ensemble. Enfin, pour le coup, non, ça restait quand même viril mais correct, je dirais. Ok. Et pour le standing actuel, donc c'est Collins qui est devant avec 73 points, Caruso derrière avec 67, à égalité avec Pinto, qui du coup a la P3 pour l'instant. 4ème Campbell et Bico 5ème. D'accord. Et prochaine manche du côté de... Du côté de... Bonne question. Ah. Désolé, ça je l'ai pas. Non, mais il n'y a pas de souci, mon cher Kevin. Non, mais c'est bien, je note, comme ça la prochaine chronique, elle sera parfaite. Ouais. Non, prochain rendez-vous, ça doit être dans pas très très longtemps. Je pense que ça va aller assez vite. Et puis, donc, merci Kevin pour ces infos sur ce PESC, première édition. En tout cas, ce fameux Porsche Cup officiel. On va l'appeler comme ça sous iRacing. Donc voilà, un bon moment. Donc pour ce championnat qu'on redécouvrira sur cette année, nul doute. Autre chronique, messieurs, on va passer bien sûr de l'Oval cette fois-ci, puisqu'on va laisser la parole à notre ami Jean qui va bien nous parler de ce fameux International iRacing Series que vous avez eu le plaisir de suivre sur la chaîne, et on s'est régalé avec une arrivée tonitruante. Ah oui, une arrivée du feu de Dieu. Alors, je ne sais pas si parmi nos chers compères, vous suivez un peu tout ce qui est course sur Oval, ou de manière générale même à la télé. Est-ce que c'est des compétitions que vous regardez un petit peu ou pas du tout? Je regarde de temps en temps, malheureusement j'ai pas le temps de regarder plus, mais j'aimerais justement regarder plus souvent. Ouais. Alors moi, c'est pas où je suis réveillé, donc généralement, je peux pas trop suivre. Et moi, quand je peux, j'essaie de le suivre. Là, ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps, mais la saison dernière, j'étais quasiment tous les week-ends devant. Ah, J'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi.
Un peu d'aficionados, Kevin. C'est top. Ouais. Effectivement, en fait, Frascar, pour ceux qui connaissent pas trop, moi, en fait, je fais des interviews de professionnels de la NASCAR en tout genre, en fait, des ingénieurs, des pilotes, etc. Et en fait, cette année, en plus de cette partie, j'allais dire plutôt média, je co-organise du coup le championnat international Air Racing Series, qui n'est pas une ligue officielle, bien entendu, hein, c'est une ligue entre nous, voilà. Et donc, c'est co-organisé avec la Kraken Racing. Et pour ceux qui connaissent, qui est une équipe e-sport. Et co-organisé, après, il y a comme partenaire, il y a RVT Design également, qui fait des designs un peu sur iRacing, etc. Et donc, l'esprit, c'est de recréer, en fait, une sorte de championnat assez, même très réaliste, qui reprend vraiment tous les codes de la NASCAR aussi. Et on va même un peu plus loin, puisque l'idée, c'est, en plus, ça c'est l'ancienne illustration, je dirais à la régie d'utiliser les nouvelles illustrations, c'est pas grave. Et en fait, l'esprit du championnat, c'est d'être le plus réaliste possible. On est sur de la distance sur 100%. Donc, par exemple, on a fait le Daytona 500, distance réelle, 500 miles, 200 tours à Daytona. On a fait aussi ce qu'on appelle le Frascar Clash. Donc, j'organise aussi cette course. C'est un peu particulier le Frascar Clash, puisque c'est une course que j'organise moi à titre perso. C'était avant que la création de l'IS déjà. Et en fait, le but de cette épreuve, c'est d'inviter justement toutes les personnes qui sont passées par le live Frascar, tous les professionnels de la NASCAR en tout genre, de venir affronter des amateurs du sim racing sur une épreuve annuelle. Et donc cette année, par exemple, il y a Trayton Lapzevich que vous voyez à l'image, qui est un pilote de NASCAR canadienne. La NASCAR canadienne, c'est la NASCAR Pinty Series. Et il est très très bon d'ailleurs sur ovale. C'est un excellent pilote sur iRacing. Il y avait aussi le présent, j'avais invité donc Keegan Lee qui était là. Keegan Lee, c'est un pilote champion de la Coca-Cola iRacing Series, qui est le championnat majeur de sim racing en NASCAR, et qui participe d'ailleurs toujours cette année, le Coca-Cola iRacing Series, qui a commencé avec un clash également au Los Angeles Coliseum, c'est la piste qu'on vient de voir à l'écran. Donc voilà, et Keegan Lee qui a, pour vous donner une idée, on s'est parlé de cash prize tout à l'heure, le Coca-Cola Series, c'est $300 000 à partager durant toute la saison, d'accord, entre les victoires, etc. Et la finale, c'est $100 000. Donc Keegan Lee, lui, il est champion 2021. Et il est pilote pour la 2311 Racing eSport. Dans ce championnat, par exemple, de la Coca-Cola Series, vous pouvez avoir des... Alors, je reprends un peu mes notes, mais vous avez de la Dillon eSport, l'équipe des frères Dillon. Vous avez la Elliott Sadler, vous avez la Front Pro Motorsport, comme la véritable équipe de Cup. Vous avez la 2311, on l'a dit, la Junior Motorsport, l'équipe de Darren Junior, la Stewart-Haas Racing, etc. Donc ça, c'est un gros championnat à suivre. Moi-même, je ne le suivais pas trop avant, mais vu que du coup, on est à fond dans le sim racing cette année, eh bien, la Coca-Cola iRacing Series, c'est une série super intéressante à suivre. Et donc, pour revenir sur notre série à nous, l'IS, donc comme je le disais, on va jouer vraiment sur des courses 100%. On va jouer les drapeaux jaunes, parce que sur iRacing, les drapeaux jaunes ne sont pas prévus pour les segments, pour les segments, puisque les courses de NASCAR réelles sont segmentées. Donc il y a cette petite particularité là, et en fait on va se retrouver alors pas tous les vendredis soirs, hein, c'est toutes les 2 semaines à peu près, sur des courses 100%. Là c'était Daytona, vendredi dernier, qu'on a pu commenter avec Vince. Il y aura Las Vegas, Atlanta, Richmond, et après il y aura donc, là on était sur du Super Speedway, il y aura du Speedway classique, 1 mile et demi, il y aura du short track et du circuit routier, puisqu'on a Sonoma par exemple, il y a Watkins Glen, il y a le Roval de Charlotte. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts vraiment, et le but c'est de se faire plaisir et d'avoir un championnat qui comporte également notre petit championnat, un petit cash prize à la fin, qui est redistribué en fonction des places aussi, des équipes. Et voilà, les inscriptions sont toujours ouvertes. Certes, il a commencé, donc il y a eu les 2 épreuves Frascar Clash au Coliseum, qui ne comptaient pas dans les points, c'est des courses d'exhibition. Vous avez eu le Daytona 500 qui a compté dans les points. Pour vous faire un petit récap, en fait, il y a eu les pilotes de la RBS Motorsport qui ont fait un doublé, quasiment. Donc ils sont arrivés les 2 premiers, Lucas et Jimmy, et Emmanuel 3e, avec un beau finish que normalement la régie a super bien préparé pour nous l'afficher à l'écran. Et voilà. Donc je vous propose de regarder ça. C'était assez sympa, même moi je me suis mis à crier tellement c'était dingue. Voilà, donc là on entre dans le dernier tour. Effectivement. Donc là vous voyez les 2 pilotes qui ont les ailerons bleu, blanc, rouge, c'est la RBS Motorsport.
qui roulaient en tandem quasiment tout le temps. Ils ont super bien géré leur course en termes de stratégie, de tactique, sur les relances, etc. Emmanuel Angulo qui est derrière avec la Squid Motorsports, qui est une équipe partenaire de la Kraken, co-organisatrice de ce championnat. Et donc Emmanuel qui attend, qui va prendre de l'élan et qui va arriver sur l'extérieur. Ça va être assez rapide, vous allez voir, c'est assez sympa. Là on sort du turn fort, Emmanuel qui se porte à l'extérieur, qui va essayer de dépasser, Jimmy qui commence à tasser, Lucas qui garde sa première place. Ah non, c'est Jimmy pardon qui le tasse, et voilà, et Lucas qui remporte la course. Sur un fil véritablement, et ça démarre bien ce championnat, puisque voilà, on a un super beau finish et on espère que ce sera comme ça toute la saison. Et puis si vous êtes intéressé, que ce soit par la NASCAR réelle ou simulation, les inscriptions sont toujours ouvertes, n'hésitez pas à passer chez nous également. Et voilà, et pour revenir aussi sur le Frascar Clash, comme je l'ai indiqué, épreuve annuelle qu'on organise tous les ans, comme je l'ai dit, on invite des pros de la NASCAR, c'est-à-dire il y a des ingénieurs de la NASCAR qui viennent. Par exemple, il y a Étienne de la 2311 qui a déjà participé. Il y a des pilotes pro, par exemple là sur le Daytona 500 que vous voyez à l'écran, il y avait aussi un pilote pro qui était là, Ulysse Delso de la NASCAR Whelen Euro Series. Sur le Frascar Clash, il y avait un autre pilote de NASCAR Whelen, c'était Paul Jouffron. Il y avait aussi donc Triton que j'ai cité tout à l'heure en NASCAR canadienne. Il y avait aussi des mécaniciens, par exemple sur la première édition du Frascar Clash, il y avait eu TJ Peters. TJ Peters, c'est un mécanicien de la Legacy, donc Petit GMS, et qui s'occupe de la voiture de Jimmy Johnson, qui a préparé la voiture de Jimmy Johnson, qui a participé à sa préparation pour le vrai Daytona 500. Donc Jimmy Johnson qui va aller au Mans cette année sur la voiture NASCAR. Exactement. 56. Il fait des tests en ce moment après l'IndyCar, Le Mans. Il fait des tests, il se fait plaisir, je pense. Il a rien à prouver à qui que ce soit, donc ils l'ont mis dans l'équipage. Je pense qu'il a bien raison. Les gens du NASCAR, il y va. Il a bien raison. Mais chez Chip Ganassi, il me semble. Toujours. Et il y a aussi Jenson Button, il sera dans le. Ouais. Et ça, c'est vachement intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'intérêt, de plus en plus, des pilotes de Formule 1 aussi, de passer sur cette série NASCAR, que ce soit sur une catégorie, j'allais dire, un peu plus d'exhibition sur du Mans, ou participer par exemple au projet 91 avec en collaboration avec la Trackhouse. Par exemple, il y avait Kimi Raikkonen qui était là l'année dernière. Ouais, donc ça ça fait toujours plaisir de voir des pilotes de F1. Ça met un petit peu de piment. On a toujours hâte de voir quelles performances ils vont faire, etc. Après, bien évidemment, on s'attend jamais à des choses extraordinaires, puisque les pilotes en piste sont maintenant, faut pas se leurrer, en NASCAR devenus quand même des spécialistes sur routier dans leur catégorie. Donc c'est pas si simple de gagner, c'est pas automatique. Mais Kimi Raikkonen a fait quand même une très très belle prestation, et d'ailleurs voilà, on félicite tous pour ça, parce que c'est assez impressionnant. Et voilà, la NASCAR s'ouvre beaucoup à l'international, et aussi la particularité justement du championnat que vous venez de voir, c'est que c'est un championnat de NASCAR international, puisque en fait, il y a effectivement des Français qui sont dans ce championnat IS, mais il y a aussi des Américains, il y a des Australiens, il y a des Belges, il y a des Italiens. Donc on s'ouvre vraiment au monde, et voilà, et c'est top, quoi, il n'y a rien à dire. Merci Jean pour ce petit point NASCAR en tout cas. Donc le prochain rendez-vous vendredi prochain pour Las Vegas sur ce championnat international iRacing Series, et on espère voir peut-être un autre finish de Stakabi, peut-être différent, moins serré. On verra bien. La semaine prochaine, il me semble. C'est pas la semaine prochaine, oui, vendredi prochain, pas celui-là. Oui, c'est pas celui-là. C'est ça. C'est le 3 mars. Vous pouvez noter. Je suis breton, excusez-moi. Pour moi, vendredi prochain, c'est ce vendredi, c'est pour ça. Oui. Ça marche. Selon les régions, on n'a pas la même signification. Ce que j'allais dire, il y a un rapport avec le fait d'être breton. Aïe. C'est mon excuse pour absolument tout. Tu t'en apercevras très vite. D'accord. Allez, on continue, messieurs, justement, après cette chronique NASCAR, et après une actu sur le PESC et sur ces fameuses simulations de sim racing. Un petit mot sur l'actualité IRL, avec deux petits thèmes rapides, messieurs. Bien sûr, après les Daytona, les 24 heures de Daytona cette fois-ci, et un petit mot sur ces fameuses voitures qu'on découvre finalement, et qui roulent pour les premières fois, ces fameuses LMDH, voire LMH pour certaines, avec un petit mot LMDH rapide. en IMSA. On a vu en IMSA, LMDH, cette fameuse différence, et LMH sont celles qui roulent exclusivement sur Le Mans. Vous avez un petit descriptif qui vous les
détails, c'est-à-dire que la CO et l'IMSA se sont mis d'accord pour avoir des voitures capables de rouler dans les mêmes disciplines sur ces fameux prototypes. Et donc, on pourrait voir certaines voitures s'aligner en WEC, mais aussi en IMSA. Pour l'instant, seul Porsche et Cadillac ont relevé ce défi. Ça arriverait peut-être pour d'autres sur 2024. On voit quelques petites choses qui peuvent varier, c'est-à-dire qu'en termes de châssis, pour rouler en LMDH, on est obligé d'aller chercher un châssis Ligier, Dallara, Oreca, voire Multimatic. Là où en LMH, là, on n'est pas limité. C'est-à-dire que le constructeur peut même aller chercher développer son propre châssis. C'est le cas de Ferrari, c'est le cas notamment de Audi qui Peugeot également. Et dans ce cas-là, là où d'autres ont choisi, eux, de faire appel à des châssis, par exemple Ligier fournira le châssis de la fameuse LMDH Lamborghini, puisqu'elle serait éligible à la LMDH. Donc ça va être un petit peu un micmac, j'ai envie de dire, entre qui aura le droit d'aller en LMDH ou pas. Donc pour l'instant, on a vu seulement quelques voitures s'engager: Acura, Porsche, BMW, Cadillac sur ces premières tours de Daytona. Messieurs, un petit avis là-dessus, sur ce qu'on a pu voir à la télé ou des débriefs. On rappelle que c'est Acura qui s'en est le mieux sorti avec Cadillac. Début, demi-teinte pour Porsche avec un bon début de course et les pépins ensuite. Et BMW qui finalement avait annoncé des débuts en fanfare a malheureusement vite déchanté. Alors, il faut savoir que les deux catégories ont officiellement fait un règlement convergent pour que tout le monde puisse échanger avec tout le monde, mais que le LMDH fait tout pour refuser toutes les LMH qui veulent venir rouler chez eux. Hein. Je suis d'accord. Il y a par exemple Monsieur Glikenos qui a décidé de taper du poing sur la table, où il avait un accord de la part du LMDH pour faire venir rouler la Glikenos, qui est une LMH, donc le faire venir rouler en LMDH. Et que cet accord, le jour où il a fallu le respecter, le LMDH lui ont gentiment dit que finalement il n'y aurait pas d'accord. Et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'y a quasiment, voire même je crois qu'il n'y a aucune LMH en LMDH. J'ai peut-être dit une bêtise là, mais... Non, mais c'est ça. Et du coup, tu as des LMDH par contre qui pourront rentrer dans celui du WEC parce que c'est plus libre. Comme d'habitude, nos amis américains, nos amis américains protègent leur marché quand les Européens font tout pour dynamiser les épreuves mythiques et l'histoire qu'on a. Et encore une fois, comme dans le sport auto, les Américains veulent vivre dans leur écosystème et font, je pense, mine de vouloir vivre avec les autres, mais veulent protéger leurs produits. Ce qui se conçoit au final, hein, mais c'est quand même dommage d'avoir un discours officiel de partage, ouverture, on échange, on fait une convergence, et puis le jour où il faut mettre en place la convergence réelle, il n'y a plus personne. Il reste encore des points qui empêchent cette convergence. Sport auto. Non, mais ça va encore pas, une fois, le sport auto. Ça va pas améliorer la relation entre toutes les parties, c'est un peu dommage, mais bon, après... Est-ce que c'était vraiment va être dingue déjà de base? On verra bien ce que donnera Le Mans, déjà avec cette année un petit peu plus de voitures dans la catégorie Rennes. Ça aura un autre charme déjà. Mais pour le coup, il y a eu gros souci de fiabilité en termes de, pour Porsche et BM là. Ouais. C'est dommage pour Porsche parce que ils étaient plutôt bien partis, mais ils se sont retrouvés rapidement à la ramasse. Petite cartouche aussi pour la 992 GT3 qui a été désastreuse aussi au niveau pace. Elle était nulle part cette voiture en GT3. Cadillac et Acura, ils ont l'expérience des pays de l'année d'avant. Hein. Ça fait des années qu'ils ont des protos qui roulent en IMSA. C'est juste une évolution pour eux, donc il n'y a aucun problème de fiabilité. C'est éprouvé, ils savent exactement quoi faire, quand le faire. Donc c'est pas étonnant qu'ils soient devant. Hein. Après, la standardisation doit aider aussi, hein, je pense, ces constructeurs-là à justement avoir peut-être moins de problèmes de fiabilité, contrairement aux constructeurs au Mans qui, eux, doivent partir quasiment d'une feuille blanche à chaque fois, quoi. Oui, mais la BM et la Porsche sont quand même des LMDH, donc avec des châssis standardisés déjà. Même s'ils ont leur propre bloc moteur, c'est à eux.
Le reste, c'est homogénéisé comme on l'a vu sur le graphique juste avant. Porsche en Multimatic et Oui, c'est BMW en Dallara. c'est ça. La Ouais. standardisation aide justement à la fiabilité. Ah bah non, là pour le coup ça les a pas aidés parce qu'ils ont eu des gros problèmes de fiabilité. Ah, BMW surtout des Mais problèmes c'était sur le moteur là, le problème pour la boîte de électriques, vitesse, il me beaucoup semble. pour BMW. hein. Ouais, et je crois que le système électrique est standardisé pour le coup. C'est ça, le système hybride est le même pour tout le monde par contre. Voilà, donc Après, c'est ils pas forcément doivent lié que- avoir un petit souci de gestion de l'électricité, de la puissance peut-être de leur côté. Porsche, je sais pas trop ce qui est arrivé. On a vu Tandy casser la voiture 2 fois. Ouais. Enfin, je sais Il y pas, a eu il y des a. grosses sorties de piste quand même. Ouais, aussi. il s'est Oui, après, il y passé a des les trucs aléas, il y a chez les Porsche. aléas de course aussi, hein, attention, il n'y a pas que Évidemment. les problèmes C'est de une fiabilité ou autre, hein. technologie qui est très neuve aussi qu'il faut mettre en Mhm. place, donc forcément. Oui, mais encore une fois, pourquoi Cadillac et Acura ont parfaitement maîtrisé leur sujet alors? C'est toujours une Bah, question, une question difficile à répondre parce que même avec un châssis standard, un moteur standard et des éléments électriques standards, rien nous a, rien n'est sûr d'avoir une voiture fiable, une voiture rapide. Et c'est un petit peu le problème qu'il y a, c'est que quand on connaît pas une voiture, on a tendance un petit peu à la pousser pour savoir où est-ce qu'elle va. On a l'impression que ça passe et finalement peut-être que ça passe pas. Donc je pense que c'est plus une période d'apprentissage qu'autre chose pour ces équipes-là. Voilà, en tout cas pour le côté LMDH, LMH qu'on suivra et qu'on retrouvera notamment avec Sebring qui va arriver très bientôt. On aura encore des nouveaux éléments sur ces voitures-là avec donc Sebring tout bientôt. Autre information IRL, les amis, c'est bien sûr le début des essais avec la F1 et notamment la découverte de toutes les livrées qui sont tombées toutes récemment. Un petit point rapide sur ces fameuses livrées de Formule 1, messieurs, vous les avez peut-être vues ou pas encore. S'il faut en choisir une un petit peu, celle qui sort du lot. Je parle juste point de vue esthétique. On parle pas de La Mercedes de pour moi. Mercedes. À la Mercedes, complètement d'accord. Pour Ouais, avoir j'ai vu- beau ne pas les aimer, mais toute noire, elle est magnifique. hein. Ouais. C'est pareil que toi, Jérémy. Et je suis dans le même cas aussi que vous. C'est Après, la il y a Mercedes. vraiment Je le vais faire. débat de la carbonisation, j'allais dire, de la couleur, enlever de la couleur pour gagner du poids, machin, la peinture. Moi, je vais Vraiment me ce faire taper, débat-là qu'il y a eu sur mais Twitter, mais c'est vrai qu'il y a un peu, du coup, ils cherchent à utiliser le moins de peinture possible, du coup, ça casse un peu certaines livrées, j'ai l'impression. C'est Et vrai du qu'on coup, l'appelle la sans Mercedes, peinture. Mercedes, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire, ils disent, ouais, bon, on va faire une voiture complètement noire, et puis en plus, ça nous arrange, puisque voilà, tout le carbone, tranquille, quoi. Pas de problème. Alors, il y a une récurrence, si je peux me permettre de parler des livrets de F1, il y a une récurrence qui est certaine, notamment chez Red Bull, qui n'a Chez Red absolument Bull, rien c'est la même. changé depuis 15 ans. Depuis 15 ans qu'ils sont là, c'est la même livrée. Alors, ça fait partie de leur code de fabrique aussi. Là, c'est un peu différente. Pour répondre rapidement à cette histoire de peinture, c'est vrai qu'on a une limitation maintenant en termes de poids qui est très permissive, mais qui nous donne des véhicules absolument d'une lourdeur abominable. Là, on est quasiment proche du poids de la 908 il y a une dizaine d'années en proto, quoi. Je veux dire, la F1 à la base, c'est une voiture qui est censée peser 600 kilos, pilote inclus, quoi. Donc effectivement, la peinture permet de faire gagner quelques précieux grammes, mais aussi, il y a une histoire de coût qui rentre en compte et les top teams notamment sont obligés de couper dans à peu près tout donc une peinture complète, en F1, c'est une trentaine de milliers d'euros, je crois, donc ça, plus ça, plus ça, même plus que ça encore, je pense. Et ils vont économiser sur la cantine, comme ils ont dit chez Ferrari. Voilà. Ah oui, Chez voilà. Red Bull, ils ont été sanctionnés notamment à cause des dépassements de frais de cantine. Enfin, en tout cas, ce qui va être intéressant à suivre, ce sont les forces en présence, hein, de toute façon, sur ces essais. Et Ouais. on devrait retrouver a priori les trois mêmes. Dans quel ordre, on ne sait pas. Ouais, et ça commence dès demain, je crois, si je dis pas de bêtises. Demain 8 heures du matin, et il y a une séance le matin, une séance l'après-midi à suivre sur la chaîne Plus. je vais me faire taper, mais moi c'est la McLaren que je préfère. Ah, mais t'as le droit, hein. T'as le droit. Il y a le droit d'avoir des avis. Dans le chat, j'ai vu Alfa Romeo. L'Alpha est très jolie, mais elle se rapproche beaucoup de la Ferrari quand même, je trouve. Gumbles finalement qui préfère le style Red Bull, c'est-à-dire pour forger une livrée un petit peu mythique, on change pas grand-chose et on reste sur cette opinion. C'est des opinions qui se défendent. Là, j'ai pas j'ai pas d'avis à donner. C'est vrai que voilà, chacun ses goûts. Et puis on verra ce que ça Vincent, donne évidemment.
Concernant la diffusion, il y aura effectivement 3 heures par jour qui seront diffusées sur Canal, mais tout le reste ce sera sur le site de la F1 TV Pro. Il faudra avoir l'abonnement évidemment pour suivre tout ça en intégralité. Évidemment. Puisque c'est le nouveau modèle. Mais ça, C'est c'est le un autre débat. Netflix du sport On va auto. pas épiloguer là-dessus parce que sinon on va sortir des clous et on a encore plein de choses à faire. Voilà pour l'actu IRL. Voilà, on a fait un petit point rapide. Il y aurait encore plein de choses à débattre évidemment, mais on aura d'autres occasions pour ça. Et puis c'est voilà, un petit moment publicité avec notre partenaire Redion juste avant d'enchaîner, qui est passé notamment ce week-end sur la fameuse finale du Prez et qui vous a expliqué plein de petites nouveautés qui allaient sortir sur la fameuse boutique Redion. Et n'oubliez pas le fameux code promo des 10% de réduction. Vous tapez RSTV lors de votre commande et puis vous bénéficierez de cette petite réduction. Il va y avoir plein de choses avec donc toujours ces fameux WinSim, mais aussi des petits objets qui vont arriver tout au cours de cette année. C'est pas encore dispo, mais ça ne devrait plus tarder. Et puis vous avez leur page Instagram évidemment pour suivre l'actualité et toutes ces nouveautés. Voilà pour le côté Redion, messieurs. Et puis on va ouvrir un nouveau chapitre, du moins ouvrir ou clore, je ne sais pas comment on peut dire. Jérémy, tu vas nous le dire d'ici peu de temps, puisque on va parler un petit peu de PRB et surtout de cette fin de championnat qui a tenu un petit peu en haleine la chaîne Restart TV pendant de longs mois, avec donc cette deuxième saison du Press qui s'est terminée ce week-end. Allez, on va te laisser la parole sur ce bilan des 24 heures de Watkins Glen. Déjà, cette finale particulièrement, qu'est-ce qu'on a pu en tirer? De la pluie. Oui, ah oui, ça c'est. Je me souviens tes mots pendant le briefing qu'on a eu ensemble juste avant. Non, les gars, vous inquiétez pas, full wet, c'est impossible. Je témoigne que c'est vrai. D'ailleurs, faut savoir que du coup, on est en train d'éplucher tous les logs du serveur, de tout ce qu'il faut, pour essayer de comprendre pourquoi on a eu full wet, parce que normalement, alors, il y avait, donc par rapport aux choses qu'on a accès grâce à ACC, il y avait moins d'une chance sur 1000 d'avoir un full wet. Donc soit on a eu vraiment pas de bol et on s'est fait troller à 100% par les mathématiques, soit il y a eu un bug de serveur. On n'arrive pas à comprendre et c'est très embêtant parce que c'était vraiment pas l'objectif de proposer un full wet. Alors ça a plu à beaucoup de monde. Pardon, j'ai pas fait exprès. Ok, mais, on en est là. Là, ça y est. on le sent la fatigue, qu'elle est pas. Je suis pas remis de la fatigue ou il y a un petit trauma, léger. De tous les MP que j'ai reçus, donc il y a très peu de pilotes qui ont été dérangés par ce full wet au final, mais vraiment c'était pas l'objectif. On se retrouve avec une endurance et un championnat qui a été très très humide. Donc on va vraiment nous investiguer pour essayer de comprendre et on va essayer d'améliorer et de peaufiner un peu les paramétrages serveurs. Non, sinon après en bilan, 2 saisons, je pensais même pas finir la première, on en est à la fin de la deuxième. C'est une grosse fierté d'avoir réussi à une deuxième saison d'un championnat d'endurance. On a réussi cette année à réunir quasiment tout le monde des équipes françaises. Celles qu'on peut toucher, on peut pas se permettre de toucher tout le monde non plus, on n'est qu'une petite organisation, mais il y a eu 24 heures de spectacle. J'ai eu la chance, comme il n'y a pas eu énormément de réclamations grâce à la pluie, parce que la pluie calme beaucoup les pilotes, c'est assez impressionnant. Ils finissent au tas, mais ils finissent tout seuls au tas, ils finissent moins entre eux, c'est assez impressionnant. Et donc j'ai pu suivre pour une fois la course chez vous. C'est impressionnant pour dire à quel point j'ai eu du temps. Et en vrai, pour une fois, vous n'avez pas besoin de meubler. C'est vrai. Hein. Il y a des fois, il faut meubler une course de 24 heures parce qu'il y a des fois, il ne se passe pas grand-chose. Ça reste une endurance, c'est pas un sprint. Là, je vous ai vu pendant des heures et des heures sur des batailles, des voitures collées pare-choc contre pare-choc. C'était super à voir. Sur le stream, c'était super à voir en tant qu'organisateur parce que ça veut dire que vous, les viewers, les pilotes, personne ne s'est ennuyé pendant cette course. Et ça, c'est tout ce qu'on veut en fait. Peu importe le niveau de la course, peu importe ce qu'on attend,
tant qu'on s'ennuie pas, c'est tout ce qui est important. Et c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Alors après, il y avait forcément donc cette clôture, ce fameux bilan du championnat, Jérémy. Tu le disais avant, mais tu vas nous le répéter. Il est trop tôt pour prévoir une suite au Press 3 parce que là, il est temps de parler de repos. Allez, on sait qu'il y a quand même dans un coin de ta tête un petit peu quand même cette idée du Press 3. Il y est toujours, c'est bien sûr. Faut être complètement passionné d'organisation pour faire ce type de championnat. Donc, quand on en a fini, effectivement, on pense qu'à une chose, c'est de dormir, mais en fait, on pense toujours au prochain, c'est sûr. Qu'est-ce que je ferais de plus? Qu'est-ce que je ferais de moins? Qu'est-ce que je ferais de différent? C'est sûr et certain. On y pense, on verra. C'est plutôt en toute franchise, c'est plutôt la vie qui décidera. Il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie pour faire ce type de projet-là. Donc, oui, pourquoi pas, surtout vu, encore une fois, le nombre de messages qu'on reçoit. Il est quand la 3e saison? Il est quand la 3e saison? Vous pouvez pas dormir un peu avant de faire une 3e saison? Et puis, même au-delà du press, le press, c'est un championnat. Tout le monde aujourd'hui ne peut pas se permettre de partir pour 5-6 mois de championnat. Même si on fait une course par mois, ça veut dire que pendant 4 semaines, les pilotes tournent non-stop tous les soirs, tous les jours, pour faire de l'entraînement, trouver des dixièmes, trouver des setups, faire tout ce qu'il faut. C'est vraiment beaucoup d'investissement de leur part aussi. Et donc c'est vrai que là, on veut permettre un peu à tout le monde de pouvoir faire un peu autre chose. Et donc on va partir sur quelques one-shots dans un premier temps. Parce que c'est moins d'investissement pour nous. Donc le prochain, là, comme vous affichez effectivement, donc ça sera alors Suzu 4X en français. Malheureusement, ça ne marche pas en anglais. Et très beau ton chat, Sylvain. Oui, elle ouvre la porte, elle est assez intelligente. Donc voilà, donc Suzu 4X, la bataille des monstres effectivement sur le grand circuit de Suzuka. Donc on ressort notre concept de 4X avec les GT3, les GT4, les Porsche Cup 2 et les Super Trofeo, 4 catégories pendant 4 heures sur ce circuit. Les pilotes peuvent venir seuls ou à deux. Et ça va permettre de faire une petite course moins axée compétition, plus axée plaisir de conduite, plaisir de l'événement. Donc ça, c'est ce qu'on va faire au mois d'avril. Au mois de mars, on se pose un petit peu, on fait une pause d'organisation pour bien recharger les batteries. Et puis... donc une fois que le mois d'avril on aura passé Suzu 4X, il est prévu de faire notre anniversaire. Alors l'anniversaire, je crois que c'était le 14, c'était le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, ça fait moi personnellement 3 ans que je fais de l'organisation sur ACC et ça fait 2 ans que Project Reborn existe. Donc avant ça s'appelait ACCF, ça a changé de nom. Donc on est à 3 ans d'existence et c'est vrai que cette année j'avais envie de marquer un peu le coup. Donc on a pris rendez-vous tous ensemble, vous tous et Project Reborn et aussi les pilotes. Va falloir se donner rendez-vous au mois d'avril sur ACC pour venir faire la fête tous ensemble. Alors attends, bougez pas, je récupère le calendrier pour être sûr de la date. Moi, je réserverai le week-end du 13-14 mai. C'est le seul week-end où il n'y a pas de pont. Vous, il est réservé. On est tous prêts pour pas dormir encore. Puisque il n'y a qu'une seule façon de fêter un anniversaire comme ça important pour nous, c'est de faire un 24 heures. Je vois pas comment on peut faire d'autre. Parce que vous avez refusé de faire 48 heures. Alors, moi, je balance. C'est mon médecin, il a refusé. C'est pour ma santé, il a dit non. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je vois très bien. Vous avez refusé mon idée. Ah non, mais après, on n'a pas un crew qui est extensible. Juste pour être clair, l'homme en bas là. On a différé pour l'instant. C'est un fou en fait. C'est un fou. Il voulait faire une 48 heures. Donc voilà, vous l'avez en personne. Ça sera 24 heures. Il veut faire une 48 heures. C'est pas il voulait. Il voulait. Non, il veut, mais c'est toujours. Ah, il faut une équipe.
C'est faisable? Non, Sur non, le jeu en vérité, il faut 2 équipes, même Tout 3. est faisable. Mais, Alors, avec Jérémy. Alors, ça c'est pas possible de programmer 48 heures sur un serveur. Les serveurs ACC sont plafonnés à 24 heures. Mais tu as moyen en fait de faire d'enchaîner 2 24 heures, ou tout simplement au bout du premier, à la fin du premier, on sort une safety car, tout le monde se range derrière, on prend la grille, on la remet et hop, on est reparti pour 24 heures. Donc là, ça veut dire que vendredi soir, après le boulot, tout le monde se retrouve à 21 heures et on en a jusqu'à dimanche 21 heures. Ça serait exceptionnel. Voilà, Du coup, ça serait du du coup, jamais vu. Du coup, ça te fait un segment en fait. À la fin, ça fait une relance, tout le monde est remis à zéro. c'est ça. Voilà. Trop ça. C'est des segments de 24 heures pour le coup. Ça te fait des segments de 24 heures. C'est pas mal. Voilà. Mais J'aime bien. ils sont pas drôles, ils sont pas 48 heures, drôles. Flouette. Tu fais quoi ce week-end? Ouais, je Ouais, roule. Mais quoi? Tu roules? Ouais, tout le week-end, ouais. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un bel objectif. Il y a ni oui ni non. Disons qu'il y a. C'est vrai qu'il faut. faire passer le C'est- temps un peu. Ouais, il faut un sacré staff, c'est-à-dire que je pense que nous tout seuls on peut pas le faire. On a discuté du projet avec d'autres organisations, on leur a proposé, mais le projet est pourquoi pas, mais dans tous les cas, et c'est vrai, il n'y a aucune critique là-dedans que je vais dire, c'est que sans vous, il n'y a pas ce projet-là, parce que je fais pas un 48 heures qui est pas streamé. Si c'est pour faire une folie comme ça, il faut faire la folie tous ensemble. Et aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Il n'y a aucun problème. Je rigole en vous charriant. Mais clairement, si un jour on arrive tous à avoir la possibilité, c'est mon petit objectif perso. Serait si un jour je dois arrêter, c'est de faire ce 48 heures. Mais bon, donc Ton chant déjà, du cygne, du coup. ouais, ça serait l'objectif un petit peu. Finir sur un. Je crois que le chat est d'accord avec ton projet. Oui, Oui, je pense qu'elle va faire un 48 heures là, elle est motivée. Ouais. Elle est motivée. Mais dans tous les cas, voilà, l'autre rendez-vous, ça sera le week-end du 13-14 mai, 24 heures. 24 heures pour fêter l'anniversaire tous ensemble. Et on va garder encore un peu de suspense au niveau du circuit, parce que tout est déjà fait. Mais normalement, pour fêter un 24 heures, il y a qu'un seul endroit pour fêter dignement un anniversaire comme ça. Je vous laisse faire vos suppositions. On a décidé, je crois qu'on a dit qu'on donnait plus d'infos à la fin de Suzuka Trick, c'est ça? C'est ça, à la fin Il du me 15 semble qu'il y a avril. quelque chose dans ce goût-là. On en a parlé sur le dernier presse. Voilà. Premier rendez-vous, alors on va rester sur le rendez-vous de Suzuka Tricks et préparez-vous à l'anniversaire Project Reborn, donc le week-end du 13 et 14 mai prochain. Voilà les infos concernant Project Reborn. Merci beaucoup Jérémy pour en tout cas ce presse, on l'a dit à la fin de Watkins Glen, mais encore merci pour la confiance et c'était encore une belle saison à suivre. Donc, les inscriptions Jérémy, l'ouverture des inscriptions c'est quand? Pour Suzuka? Oui, rappel peut-être. Alors non, ça n'a pas été annoncé. Si, je l'ai annoncé ce matin, je l'ai annoncé cet après-midi aux participants du presse. Attends. Quand on avait dit un mot sur le dernier stream aussi, t'avais dit. Il me semble que j'ai pas dit de mot volontairement. Non, j'en ai pas dit. Si, au mois de mars. En fait, les inscriptions ouvriront exactement le 12 mars. Le dimanche 12 mars dans la soirée. Donc ça vous laisse encore un petit peu de temps pour réfléchir à quelle catégorie vous voulez prendre. Mais on part sur au moins 80 voitures en piste, sachant que le circuit de Suzuka peut en prendre 105. Bon, je me fais pas d'illusions non plus. Il va falloir, à mon avis, vite réserver les places parce que, encore une fois, vu le nombre de MP où j'ai reçu des demandes de tu me réserves une place ici, tu me réserves une place là. Ça va aller vite. Wow. Ouais, ça va aller vite. Donc il va falloir prendre très 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 vite les places et c'est un grand plaisir de recevoir ce genre de messages. Eh bien, en tout cas, le message est passé. Donc, 12 mars pour le début d'inscription à ce Suzuka Tricks pour Project Reborn. Merci beaucoup, Jérémy. On va enchaîner avec le gros morceau, puisqu'on n'a pas encore fini. On va s'occuper de vous, messieurs Sylvain et Kevin, du Kéros. Pour Sylvain, Kéros eSport pour Kevin. On a plein de questions à vous poser et on va braquer les projecteurs un petit peu sur Sylvain quelques instants. Kevin, tu as eu ta dose déjà de projecteurs, mais on reviendra sur toi après, t'inquiète pas. Sylvain, j'aimerais que tu nous présentes Kéros dans sa globalité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la structure Kéros, au-delà de eSport, au-delà de racing? Explique-nous ce qu'est Kéros.
Kero, c'est tout simplement avant tout une équipe de course réelle, hein, qui est donc engagée en championnat de France dans plusieurs catégories, en Fogno, qui est donc un prototype, qui fait 270 chevaux pour 670 kilos, quelque chose comme ça, donc ça c'est quand même assez costaud. Et puis aussi avec une autre équipe aussi avec qui on est partenaire, SC Compétition, sur laquelle on fait de la Formule Renault. Donc voilà, Kero c'est avant tout une équipe de course avant d'après par la suite faire une équipe e-sport, quoi. D'accord. Quelle est la volonté pour faire une équipe e-sport? On part de la base IRL et puis on se dit on veut décliner un petit peu, former des pilotes, ça peut servir à ça? Comment on vient à créer une équipe e-sport? Ça dépend des objectifs et de la motivation et surtout du monde qu'on a autour de soi. C'est surtout ça qui Mhm. fait ce qui fait la différence, hein. Il faut quand même avoir des contacts, il faut quand même avoir des personnes compétentes pour pouvoir justement apporter de la qualité et pas simplement faire une équipe pour faire une équipe. Donc c'est devenu naturellement en fait. Le team manager, donc David, roule sur e-racing. Moi je suis sur e-racing aussi depuis 2017, très peu en tant que pilote, hein, j'ai fait qu'une endu, mais surtout en tant que coach et ingé en fait. Et naturellement, c'est devenu une équipe aussi e-sport, quoi. Ça s'est fait naturellement. Alors parle-nous justement un petit peu de ton rôle, coach, ingénieur, dans les deux cas, en réel comme en virtuel? Oui, alors oui, donc je suis ingénieur de piste, ingénieur de course en réel et aussi moniteur de pilotage, hein. Donc c'est un diplôme d'État qui est agréé pour pouvoir faire du coaching sur circuit, que ce soit pour les particuliers et les professionnels. Donc c'est mon métier à temps plein aujourd'hui à l'année, quoi. D'accord. Et comment on en vient, à entraîner, des pilotes là comme Kevin en e-sport? Est-ce que le fait d'entraîner sur du réel, tu utilises les mêmes méthodologies pour des sim racers? Alors, oui et non, d'accord. Il y a quand même des différences, il faut quand même le noter, on est bien d'accord. E-racing, c'est une superbe simulation, mais il y a quand même des différences Mmh. avec le réel. Ce que j'ai fait, c'est que j'adapte les méthodes professionnelles qu'on m'a été enseignées et qu'après, j'ai expérimenté derrière, au sim racing. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je donne des cours et ça se passe super bien, à tel point que j'ai des pilotes qui ont commencé sur e-racing, qui aujourd'hui roulent dans la voiture en réel. Ce qui permet de continuer une évolution et que les pilotes ne partent pas les mains vides, on va dire, dans la voiture. Et quand on discute avec lui, il sait tout de suite de quoi on parle, quoi. Et ça aide forcément au niveau de la progression, c'est qu'un plus, hein. D'accord. Alors qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil principalement? Comment tu fonctionnes? Si on peut, voilà, avoir quelques, bribes d'informations, sauf s'il y a des choses, confidentielles, mais, comment tu travailles? Est-ce que tu as c'est que sur du logiciel? Est-ce qu'il y a de la data, qui est réutilisée en permanence? Comment co est-ce de quoi tu peux nous En parler? réel ou en virtuel? Les 2 peut-être? Peut-être les 2, oui, pour, faire le comparatif, oui, si Bah, tu as le alors en réel, c'est pas évident d'avoir de coacher les pilotes, parce que, quand les pilotes, ils viennent pour faire une course, on a une séance d'essai limitée, avec un mmh. temps de roulage limité, il faut tout optimiser. Donc on fait souvent des débriefs derrière avec les datas, la vidéo, ça aide beaucoup. Ensuite après d'ailleurs le pilote il met en application. Sur e-racing, donc pour ça il faut beaucoup de roulage. Sur e-racing c'est différent, c'est-à-dire que généralement, il y a une phase de diagnostic sur lequel, je vais noter un petit peu les erreurs des pilotes. On fait un briefing ensemble sur des cours théoriques, sur, toutes les notions de pilotage que le pilote a besoin et après d'ailleurs on met en pratique, par la suite avec des corrections en temps réel. Ce qui fait que l'élève, il repart toujours avec des facteurs d'auto-évaluation pour évoluer de son côté. Et ça, c'est pareil, ça vaut de l'or parce qu'aujourd'hui, un pilote, même sur le sim racing, il est capable d'évoluer de son côté, même quand je suis pas là. D'accord et Kevin, c'est un bon élève sinon? Oui, Kevin, il est très sage. Euh, bah, on a commencé avec Kevin, je sais plus combien de temps c'était. Et Kevin, il y avait un petit moment quand même déjà. C'était sur une compétition pareil, de Porsche Cup. Généralement, on fait une session au début de semaine, pilotage et setup. Et puis après, on se tient au courant sur la suite. Je regarde un peu si c'est live et on apporte des corrections. Et puis après, derrière, ça évolue tout de suite, hein. Ça, c'est top, hein. Quand on a un élève qui est à l'écoute, forcément, ça marche très vite.
Alors, Je dirais même que je crois que la première session qu'on s'était faite, c'était 2021 de mémoire. Ah ouais. Ça remonte, ouais. C'était pour préparer une Coupe de France, je me souviens bien, en GT. C'était sur Ah Sebring. oui, en GT Sebring, oui, je m'en souviens, oui, ça date, oui. Ouais, on a réglé la RSR d'ailleurs, et c'était ma première séance de coaching sur ce jeu, c'était toi qui l'avais faite. Ouais. Ah, Ça date. Est-ce que tu aurais, Sylvain, quelques petits screens à nous partager là, de tes outils pour voir à quoi ça ressemble en fait vis-à-vis d'un ingénieur de course, un petit peu comment on retrouve quelques réglages, comment on peut comprendre quelque chose ou... Ah, bah, bien sûr, je peux vous montrer ça, bien sûr, avec plaisir. Donc, je vous donne un exemple très concret. Demain, je pars à Manicourt pour faire une séance complète en Fogno et en Formule Renault. Donc, pour ça, j'ai un manuel ici sous mes yeux qui est donc le manuel complet de la Formule Renault. Alors, c'est pas le manuel complet, c'est un des manuels, c'est le manuel complet de la partie simplement châssis. Donc, vous avez accès à toutes les pièces au niveau du châssis. Alors, ça sert aussi pour les mécaniciens, mais également pour les ingénieurs, pour tout ce qui est notamment réglage de la voiture. Je peux vous donner un exemple ici. Sur e-Racing, quand vous faites une modification sur la voiture, elle est automatiquement traitée. C'est-à-dire que par exemple, sur une hauteur de caisse, vous allez avoir le poids par roue qui va s'actualiser, le parallélisme qui va s'actualiser. Tout se fait automatiquement. En réel, c'est différent, il faut calculer. Et pour ça, on a des petites aides qui, par exemple, ici sur la hauteur de caisse, sur le parallélisme et sur le carrossage, qui nous donnent un cran de hauteur de caisse, qu'est-ce que ça modifie sur le parallélisme, le carrossage, ce genre de choses. Tout ça, l'ingénieur doit le calculer, donc évidemment, ça prend du temps. Il faut prendre aussi en compte tous les autres paramètres, comme par exemple ici, on a les hauteurs de caisse, la boîte de vitesse, il y a pas mal d'informations à prendre en compte. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est réglage des dampers, qui sont aussi assez importants, que vous trouvez sur e-Racing, si j'arrive à retrouver Voilà, par exemple ça. Les dampers, les fameux clics qu'on entend souvent parler, vous voyez, c'est cette pièce-là ici, exactement, qui vient justement ajuster le comportement de l'auto sur, par exemple, des bosses ou des accélérations et des freinages. On parle des clics, parce que justement, c'est vraiment physiquement un clic, soit qu'on tourne, soit qu'on appuie pour ajuster simplement le réglage. Vous avez tout ça, vous avez toute une multitude de réglages qui fait que il faut prendre du temps en amont. Alors pour ça, on s'aide de logiciels et notamment, on s'amuse aussi à faire des simulations. Comme vous pouvez le voir ici, c'est-à-dire que je règle déjà ma voiture en amont en fonction du circuit, ce qui me permet de voir à peu près ce que ça peut donner derrière au niveau du comportement de l'auto, si la voiture va être plutôt sous-vireuse ou sur-vireuse. Et tout ça, c'est dans le but de optimiser le temps de roulage que vous n'avez pas sur e-Racing. C'était très complet. Effectivement, toutes ces remarques et toutes ces analyses. En tout cas, merci beaucoup Sylvain pour ça. C'est toujours intéressant de voir un petit peu le côté, on va dire, caché de la course automobile. Kevin, l'ajout d'un ingénieur comme ça quand on roule, c'est vraiment... tu as senti un plus depuis que tu travailles avec Sylvain? Ouais, il y a eu du plus, hein, en termes de rating, puisque sur iRacing, on parle beaucoup avec l'iRating. C'est un peu le maître étalon, on va dire. Je suis arrivé avec pas mal de roulage à la Kéros, pas mal de roulage Porsche Cup. Ça devait faire 6-8 mois que je la roulais déjà, la voiture. Et je suis arrivé avec 3800 d'iRating. Ce qui était quand même pas... C'est pas dégueu, quoi. C'est pas non plus ouf, mais c'est pas mal. On va dire que je commence à comprendre la voiture pas trop mal. Donc du coup, je suis arrivé dans l'équipe. On a fait quelques séances d'entrée de jeu avec Sylvain. Là, actuellement, c'est 4 mois. Ouais, ça fait 4 mois que je suis dans l'équipe, je crois. J'ai pris 1000 hier. Presque à l'unité, hein. Je suis à 4790 maintenant. Ouais, aujourd'hui, c'était ça, à peu près. Donc donc il y a eu une grosse marge de progression. Ça, c'est juste de l'IR, c'est de la courbe, donc c'est visible. Mais par rapport à ce que moi je ressens et par rapport à ce que j'applique sur le circuit,
c'est insane. J'ai vraiment l'impression de réapprendre à conduire la voiture. Je me redécouvre moi aussi, du coup, forcément, parce que tout ça, c'est à base de où est-ce qu'il faut poser le regard, la précision des mouvements, la mémoire musculaire. Parce que c'est beaucoup de répétitions, du coup, c'est énormément de practice. Alors moi, j'en profite parce que je fais environ 4 courses par jour en live, donc ça me sert de practice aussi. Ça accélère un peu un peu dans la même idée que disait Sylvain pour l'IRL. Moi, j'optimise, mais en streamant. Tout simplement, je condense mon temps et je vais m'entraîner en même temps que je fais des courses et en même temps que je vais rouler en live, quoi. Donc du coup, ouais, tout ça a permis de bien progresser et je suis vraiment très content et je suis sûr que j'ai pas fini. C'est tout ce qu'on te souhaite. Une question qu'on a eue dans le chat pour toi, Sylvain. Ton cursus pour en arriver là? Il y en a plusieurs des cursus, il n'y en a pas un seul qui est, on va dire, référence. Ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Aujourd'hui, dans le métier, vous n'êtes pas obligé d'avoir des diplômes pour y rentrer. Par contre, vous êtes obligé d'avoir des compétences. C'est-à-dire que chacun a sa chance pour rentrer dans une équipe. Si les résultats ne sont pas là, vous ne restez pas. À vous de venir plus ou moins avec votre bagage technique. Donc il y a des gens qui font une école d'ingénieur de façon générale, qui ensuite après se disent je suis ingénieur, je me lance dans le sport auto, mais ils ont tout à apprendre. Il y a des gens qui font le même cursus, qui décident après d'aller se former dans des écoles payantes, comme par exemple l'école de la performance, plusieurs dizaines de milliers d'euros, et qui après se retrouvent devant les équipes à devoir faire leur preuve aussi. Et il y a des personnes qui après démarrent de rien, se forment en autodidacte et après se lancent dans le métier. Ouais, c'est compliqué, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut avoir des compétences quand même. Mais il y a plusieurs chemins d'y parvenir, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Sachant que toi, par rapport à ce que tu as dit, tu as déjà plusieurs arbres de compétences, c'est-à-dire que tu vas avoir ton BPGEPS de monitorat, et à côté, tout ce qui est ingé data, c'est encore autre chose, c'est pas un truc qu'on apprend au BPGEPS. Et non, rien du tout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux métiers différents, c'est deux casquettes différentes qui vont super bien dans une équipe pour pouvoir s'occuper vraiment de la performance, autant au niveau des pilotes qu'au niveau de la voiture, de la stratégie. Ça demande beaucoup d'expérience et de se remettre en question en permanence pour y arriver. Alors Kevin, sur quoi on roule du côté de monsieur le poutrologue? Est-ce qu'on a le droit de voir un petit peu la machine du côté de chez Kevin, voir un petit peu ce que ça donne? Et on te laisse nous décrire un petit peu ce que tu utilises. Alors, là, donc là, c'est une caméra en direct, d'ailleurs que je vais bouger un petit peu pour que vous puissiez voir le reste du setup. Coucou, je suis là. Donc, on a un châssis Simlab GT1 Evo en alu que j'ai monté moi-même, du coup, content. Dessus, on a un pédalier H Pro Singveld, pour ceux qui connaissent pas la petite contraction. Une base Direct Drive CSLDD de chez Fanatec. Donc un des premiers tout petits Direct Drive à moins de 600 € qu'on a vu apparaître sur le marché il y a 1 an maintenant, je crois. Dessus, vous avez donc là actuellement une roue BMW GT2 que je me sers principalement pour rouler en Porsche Cup. À droite, elle n'est pas dans le bon sens, mais vous voyez une McLaren GT3, toujours chez Fanatec. Par-dessus ça, vous avez un écran G9, si je me souviens bien, c'est ça, ouais. Un 49 pouces de chez Samsung. Et un petit baquet Sparco officiel que je me suis fait plaisir, j'ai fait ça sympathique. Et à côté, vous avez donc tout le matos de stream avec le petit stream deck qui me permet de changer de scène quand j'ai envie, la petite caméra qui va bien, qui est une Logitech C922 de mémoire. Et donc le micro dans lequel je parle, qui est un Yeti. Et vous avez le setup complet. Oui. Tu n'utilises pas la télé cathodique en bas pour le setup. Alors la cathodique, j'ai d'autres projets pour, mais effectivement, oui, pour le sim racing, c'est pas ça. En tout cas, j'ai envie de rebondir un petit peu sur le pédalier rapidement, Sylvain, peut-être côté technique. Oui. Ces fameux réglages de pédales de frein entre du virtuel et du réel, on en parlait un petit peu en off
hier en préparant l'émission. Et voilà, tu nous parlais justement de ces réglages de pédales de frein où des pilotes qui passent d'un simulateur à des voitures réelles avaient des difficultés à vraiment comprendre ce qui devait être mis comme réglage. Ouais, c'est compliqué d'avoir le bon réglage exact d'une voiture de course quand vous avez une multitude de paramètres à prendre en compte, que ce soit la force, que ce soit la course, que ce soit la distance. Nous, ce qu'on voit en tout cas bien souvent, c'est que les pilotes qui viennent essayer la voiture chez nous, la voiture réelle, quand ils rentrent chez eux, qu'ils vont faire des simus, ils ont tendance à durcir la pédale parce qu'elle n'est jamais assez dure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réel, il n'y a pas de master vac, donc il faut mettre énormément de puissance dans la pédale de frein pour pouvoir faire un réel freinage dégressif. Le souci de ça, c'est que sur e-racing, si vous réglez cette pédale-là en permanence, vous allez vite vous faire mal aux pieds si vous faites comme Kevin 4 courses par jour, quoi. Donc il y a quand même une sorte de compromis à trouver, mais pour se rapprocher du réel, généralement on a tous tendance à mettre plus de force sur la pédale de frein. Merci pour les infos. Sylvain, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. C'était très gentil de ta part de nous éclairer là-dessus. J'ai envie de dire merci aussi à Kevin pour également les éclaircies côté de la collaboration avec Kéros. Mais surtout, j'ai envie avant qu'on termine cette émission, messieurs, on va focaliser un petit peu tout ça sur Kevin. Pourquoi ? Parce que Kevin, il va être le précurseur du défi RSTV, le fameux défi RSTV, c'est-à-dire que on a décidé d'aller chercher un petit jeu très connu dans le monde télévisuel de ce qui se fait sur les émissions auto. Notre regretté Top Gear, peut-être, si certains connaissent. Et nous avons décidé de partir sur Live for Speed, la simulation, accès gratuit évidemment, et de lui donner la voiture à la plus petit budget du sim racing, c'est-à-dire la XF GTI, voiture sans licence bien sûr, et de s'entraîner pendant 10 minutes et d'aller chercher le chrono. Donc c'est Kevin qui va avoir l'honneur de rentrer le premier chrono référence, et tous les invités qui suivront dans les prochains RS Talk auront la lourde responsabilité d'aller essayer d'aller entrer leur nom également au-dessus de celui de Kevin pour tenter quelque chose. Pour cela, le tracé, ce sera celui de Blackwood, le tracé free-to-play de Live for Speed. Et puis, long donc de ces 11 virages et 3 km 3 de distance. Finalement, Kevin, petite impression déjà sur Live for Speed, surpris Alors surpris, ouais. Après, 3 km 3 avec cette voiture-là, c'est long. Oui, on va le voir que c'était long. Un petit mot sur les practices. C'était la découverte là pendant 10 minutes. Il y a eu un petit peu de réglage de volant parce que le jeu détecte pas. C'est pas aussi simple que ça. On rappelle que Live for Speed, ça a quand même 20 ans. C'est pas tout jeune. Mais finalement, ça s'est fait, et découverte du jeu plutôt positive. Dis-toi même qu'il est toujours installé et que j'ai pas prévu de le désinstaller. Donc je vais jouer un peu là-dessus. Je pense que je vais bien kiffer. Alors, il a fallu préparer ce petit test là, les 10 minutes. Qu'est-ce qui t'a surpris ? Qu'est-ce qui m'a surpris ? Déjà, les sensations. Les sensations sont bonnes. c'est marrant de dire ça, mais j'ai du matos très récent, voire peut-être un tout petit peu moins, mais il a pas 20 ans, quoi. Et c'est quand même bien géré. Les forces dans le volant, bon, elles sont ce qu'elles sont, c'est pas non plus du R-Factor 2, mais il y a quand même un bon ressenti. Non, c'est vraiment, je trouve en tout cas très très sympathique pour un petit jeu gratuit, quoi. C'est vraiment vraiment cool. Eh bien, alors si je pense que côté de la régie, on est prêt à lancer ton tour chrono, je pense qu'on va pouvoir suivre ça avec intérêt, évidemment. Donc, ce premier tour du défi RSTV. Alors, on va rester en vocal en plus pour commenter tout ça, évidemment. Avec ce fameux il y a des premier chevaux là, je le tour. sens. Il n'y a pas le son de la voiture. On a le son, si, on a le son. Est-ce qu'on entend un peu ? On Ouais. entend. Passe la 2, passe la 3. Ouais. La 4, motivé. on est déjà à 120, incroyable.
Ouais, moi, ça sent le sous-virage au bout de du virage quand Ah même, oui, non? ça sent. Ça grince un petit peu, les pneus. On est un petit peu loin de la corde, mais ça passe. Ça grince. Ça Allez. glisse, pardon. On fort pas. L'entrée de la grosse ligne droite. C'est parti. Je crois que ça marchera pas. Souci vocal de Stormy quand même. Notre ami Poutreau, on l'a pas signalé. Il faut pas le dire trop fort, hein. Stormy, après il va être jaloux. Ah mais y a pas de T'as sixième. le temps de prendre Merde. le café avec ta cafetière derrière, Non, là. mais non. Là, il y avait le temps. Il y a le temps. On sent l'habitude du stream quand même. Hein. On sent l'aisance. Voilà, il y a perte de Incroyable, temps. quelle corde. Il y a, moins d'aisance dans l'entrée du virage là. Les pneus, ils ont ramassé là. La concentration en tout cas, admirable. Allez, à fond, 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 à fond. Pour paraphraser. Tu peux le faire, vas-y. 110, 120. Vous sentez une légère crispation musculaire. Légère. Ah, j'ai failli bloquer les roues. Ah bah là, il n'y a plus la puissance, là. Il n'y a plus rien, là. C'est Il y a bon. plus rien, là. C'est- Il y avait déjà pas grand chose. Hein. Oh, le transfert de charge, Et alors, la incroyable. première référence alors. Allez, Alors, allez, voyons allez, voir. allez, la ligne est là, Y a la pas de ligne est là. barre, c'est Allez, roulé, vas-y, là, c'est parti. La barre quoi? Il n'y en a pas, non, c'est ça. Une 47,07. Voilà, vous retenez ce chrono, messieurs, 47,07. pour la prochaine émission. C'est un bon temps. Satisfait. Mais il y a mieux à faire. Kevin, visiblement. On sent que tu pouvais pas faire mieux, là. Hein. Voilà, le petit coup de frein à main, histoire de Pour finir non tranquille. Pas assez de puissance. C'est On a bon. tout donné. Tout donné pour Kevin. Donc, une 47,07, c'est le premier chrono donc, du défi RSTV avec donc, cette voiture qu'on retrouvera évidemment lors des prochains RS Talk, évidemment, avec un autre invité à son volant. Un petit débrief rapide quand même, Kevin, en quelques mots. Oh bah Optimiste pour le chrono ou... oui, clairement, il y a bien mieux à faire. Hein. Là, j'ai loupé quelques trucs là. Hein. Mais enfin, c'est marrant. Franchement, c'est vraiment marrant. Hein. Petite traction là où il n'y a pas de châssis, ça glisse dans tous les sens. Tu mets un peu de volant, ça prend du roulis. C'est marrant, c'est vraiment cool. Donc Alors, ouais, il y aura quelqu'un qui sera un peu plus affûté que moi, risque de faire un peu mieux. J'ai une petite question, Vincent. Est-ce qu'on peut customiser les livrets? Alors, il y a plusieurs livrets qui sont dispo dans le jeu. Après, est-ce qu'on peut faire une livrée perso? Honnêtement, j'ai pas creusé le détail du, du jeu. Alors, parce je t'avoue qu'un que petit logo RSTV là sur je le pense côté pour qu'on la peut faire des prochaine. choses, mais pourquoi pas? On verra ce qu'on peut préparer d'autre. En tout cas, merci beaucoup, Kevin, de t'être prêté au jeu. On garde le chrono au chaud, évidemment, et puis on comparera ça sur d'autres pilotes, évidemment. Ça y est, messieurs, c'est la fin de ce talk. Je vois que mon conducteur touche à sa fin. On a dépassé un petit peu nos créneaux horaires, mais rien de fou. Déjà, un grand merci à vous tous d'avoir répondu présent pour cette inauguration du Race Start Talk, évidemment. Merci à Jean pour la chronique NASCAR. On compte sur toi pour les prochaines, évidemment. Merci, Kevin, Avec pour plaisir. le PESC également, hein, ce championnat, hein, cette chronique qui reviendra également, on n'en doute pas. Merci à toi, Sylvain, pour tes précieux conseils et retours d'expérience. Merci beaucoup aussi à Jérémy donc de Project Reborn d'avoir passé un petit peu de temps avec nous pour débriefer. On rappelle le Suzuka Trix avec les ouvertures d'inscription le 12 mars prochain pour réserver votre GT3, GT4, votre Porsche Cup 2 ou Super Trophée O2, voilà, qui est fait de nouveau. Merci beaucoup Niro aussi hein, d'avoir été avec moi et d'avoir préparé cette chronique concernant l'actu des simus avec l'annonce, on le rappelle, d'iRacing concernant la Clio Cup qui va arriver très prochainement, qu'on a dû rajouter au dernier moment dans le conducteur. Donc voilà, on espère que ce RS Talk premier du nom vous aura plu, avec peut-être d'autres émissions à suivre. Un petit crochet rapidement sur ces 24 heures InSame avec cette course caritative du 1er et 2 avril. Les amis, ce sera sur Assetto Corsa, premier du nom. Là aussi, une endurance caritative de 24 heures. Là, il y aura un joli
allez, un joli paquet cadeau parce que on a mis les petits plats dans les grands côtés des organisateurs, puisque ça se passera dans le Palais des Sports d'Ajaccio, avec la Team Pack, Bureau Plus, LBDS qui ont mis en place, qui ont mobilisé un petit peu toute la Corse pour cet événement. Il y aura 10 équipages qui seront sur place dans le Palais des Sports à Ajaccio. 15 équipages, on me souffle dans l'oreillette, aller dans le Palais des Sports à Ajaccio. Il y aura bien sûr des buvettes, il y aura plein de choses sur place. Donc si jamais vous êtes du côté de la Corse, allez faire un petit tour. La course sera retransmise dans le Palais des Sports, bien sûr, avec nos voix, Niro. Pression, hein, on sera en direct sur le Palais des Sports d'Ajaccio. Et donc là aussi, ça va être un grand événement. On aura le temps d'en reparler, d'avoir un petit peu plus de détails à vous communiquer autour de ça. Mais ce sera pour l'association SAME. Si vous ne connaissez pas, c'est une association qui vient en aide aux familles des enfants ou des personnes malades et qui ont besoin de soins pour venir sur le continent notamment. Donc voilà, plein de choses concernant ces 24 heures INSEM qui arriveront très vite. Les prochaines courses sur la chaîne, dès demain, on aura un Open LMR sur Assetto Corsa Competition. On ira du côté du Hungaroring avec ce nouvel Open, 70 minutes de course, si je dis pas de bêtises. Et puis un week-end calme pour contraster avec celui de la semaine passée. Et on se retrouvera lundi pour la 3e manche du GT4 Fixed Tour by RFRO, de retour sur iRacing et sur Long Beach. Là aussi, on aura du croustillant à se mettre sous la dent avec l'ami Stormy aux commentaires de ce championnat. Voilà pour les prochains rendez-vous. Donc un week-end tranquille chez Restart TV, les amis, pas de soucis. Merci beaucoup à Bistou et à Juju pour le côté technique et à la réal. Bravo, c'était pas évident pour une première. Merci beaucoup aux viewers de nous avoir écoutés et d'avoir apporté vos petites analyses aussi dans le chat. Ça fait plaisir de vous savoir avec nous. On vous souhaite une très bonne soirée et n'hésitez pas à nous envoyer des petites infos si le concept du RS Talk vous a plu. On espère en tout cas, et si c'est le cas, on recommencera très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Et ciao, bye bye. Et au revoir au chat de Sylvain. Au revoir. Au revoir, Au revoir le bonne chat. soirée. Au revoir le chat.